Il est un énorme plaisir pour moi pouvoir commencer cette conférence qui s'encadre dans le plan de réflexion que nous allons mener de façon conjointe. Cette rencontre est une rencontre de haut niveau. Nous avons 16 institutions françaises présentes. Nous avons 19 recteurs de l'Amérique centrale qui sont ici. Cet effort conjoint qu'ils ont fait, c'est aussi évidence de l'intérêt du compromis de chaque institution pour pouvoir réfléchir de façon conjointe et définir une feuille de route. Pourquoi est-ce que cette rencontre est importante? Moi, je dirais parce qu'elle est encadrée dans un moment très opportun. En fait, en France, aussi qu'en Amérique centrale, à ce moment-là, nous sommes en train de faire une réflexion au sujet des politiques d'éducation supérieure. Pour votre information, dans quelques semaines en France, le livre blanc des politiques d'éducation supérieure va être publié. Ce livre blanc est défini par certaines priorités, qui sont les suivantes. Comment lutter contre l'abandon universitaire? Comment faire qu'au moins 50% des étudiants la troisième année universitaire. En France, la troisième année de l'université, c'est l'année qui marque le premier diplôme d'éducation supérieure après le baccalauréat. Comment garantir une meilleure démocratisation de l'accès à l'éducation supérieure? Comment favoriser l'insertion des jeunes au marché du travail? Et aussi comment renforcer la visibilité internationale de l'action de nos universités. D'autre part, en Amérique centrale, il y a aussi une réflexion convergente avec ces objectifs. Mais au-delà de cette convergence, il y a une spécificité qui est importante d'avoir présente dans l'esprit des autorités françaises. À ce moment-là, en Amérique centrale, il y a une réflexion au niveau de l'éducation supérieure définie sur le suivant. Comment est-ce que l'université peut renforcer les compétences de son capital humain, de son capital d'enseignants et administratifs? Comment pouvoir améliorer l'activité académique? Comment pouvoir harmoniser les systèmes d'éducation supérieure? Et là, on parle des crédits universitaires, mais aussi des plans d'études, des curriculums. Et il ne faut pas surtout oublier que l'Université d'Amérique centrale joue un rôle essentiel dans l'intégration sociale dans chacun de ces pays. Pourquoi? Parce que l'université d'Amérique centrale est un élément clé pour pouvoir favoriser une meilleure équité sociale. Et dans ce domaine, il y a aussi un point de réflexion visant à définir quelle est la stratégie internationale que les institutions d'éducation supérieure d'Amérique centrale devraient entamer en vue de pouvoir répondre à ces exigences. Quand on prend ces deux points, tant la France que l'Amérique centrale, la question qui nous occupe ici est cette question. En considérant cette convergence d'objectifs, comment est-ce que nous pouvons de façon conjointe définir et optimiser une stratégie internationale entre France et l'Amérique centrale? Pour pouvoir donner certains éléments de réflexion, je vais me limiter à vous présenter un scénario et à présenter quelles pourraient être les stratégies sur lesquelles nous pouvons réfléchir pendant ces 2 jours. Quand on pense au scénario d'éducation supérieure en France et de l'Amérique centrale, nous devons commencer par une vérification. En Amérique centrale, la population d'étudiants est plus ou moins autour d'1 million d'étudiants, mais seulement 17 000 étudiants quittent l'Amérique centrale pour aller étudier à l'extérieur. Et ces 17 000 étudiants, seulement 3% de ces étudiants vont en France. Comme notre ambassadeur disait, comme l'ambassadeur de France, Costa Rica disait, France est 6e dans les pays de destination des étudiants qui partent. Donc nous avons 2 problématiques ici. D'abord, comment favoriser un nombre plus grand d'étudiants d'Amérique centrale qui vont se former à l'extérieur? Et deuxièmement, comment favoriser que cette mobilité soit plus importante
par rapport à la France. Moi, je dirais la question de la France, c'est que on ne mentionne suffisamment la valeur ajoutée du système d'éducation supérieure en français. Pourquoi? D'abord, pour une question d'image. France est connue surtout comme le pays de la culture, dans un sens général, mais la France est aussi le pays de la connaissance, de l'innovation et de la technologie. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. La France est 61 prix Nobel. 3 mathématiques, trois prix de mathématiques. La dernière, 2014. 261 écoles d'ingénieurs. À ce moment-là, il y a une réforme en France pour voir comment on peut rassembler les universités, comment on peut avoir les universités réunies en communauté d'éducation supérieure. À ce moment-là, nous en avons 25. Et ceci représente en France, au niveau de l'éducation supérieure, 2,5 millions d'étudiants, dans lesquels 55,2% ce sont des femmes. Au-delà de cette présentation, quelle est la valeur ajoutée de l'éducation supérieure française? L'accessibilité des étudiants étrangers. Pour que vous sachiez, des 2,5 millions d'étudiants, à présent, il y a 300 000 étudiants étrangers en France. Ces 300 000 étudiants bénéficient exactement des mêmes conditions d'accueil que n'importe quel étudiant français. Permettez-moi de vous donner un chiffre qui n'est pas bien connu à l'étranger. L'État français financie de sa part, pour tout étudiant français ou étranger, par an, 11 500 € pour qu'il puisse pouvoir arriver à étudier à l'éducation supérieure. Qu'est-ce que cela nous permet? Cela permet à un étudiant, que ce soit français ou de l'Amérique centrale, de payer, par exemple, pour une inscription en doctorat par an, une inscription de 391 €. Pourquoi? Parce que le reste est financé par l'État. L'accès à l'éducation supérieure en France n'est pas une question qui se limite à la dimension économique, parce que les études sont financées avec des fonds publics. Il y a aussi un autre élément important en France. En France, actuellement, il y a une énorme dynamique au niveau de l'éducation supérieure et de la modalité numérique. Nous avons 8 universités numériques thématiques qui représentent 726 000 étudiants avec plus de 100 programmes, ce qu'on appelle les MUX, 100 programmes déjà établis et qui peuvent être offerts. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Ça nous permet de comprendre que nous sommes dans un système qui a une valeur ajoutée, qui est en condition d'établir une coopération avec les universités de l'Amérique centrale. Deuxième question. Quel est le potentiel pour une coopération avec les universités de l'Amérique centrale? Le potentiel est énorme et c'est le moment, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les universités de l'Amérique centrale sont en train d'établir une politique d'internationalisation de ces programmes. Et surtout, une politique de formation du capital humain au niveau de maîtrise et au niveau de doctorat. Pourquoi? Parce qu'une des priorités, c'est justement pouvoir augmenter le nombre de programmes de maîtrise et de doctorat en Amérique centrale. Il y a aussi un point sur lequel on peut travailler ensemble. Je parle de la formation des programmes de recherche. Et ces programmes de recherche doivent aussi s'encadrer dans la projection sociale de ces universités. C'est pourquoi, et quand on prend en considération tout ce scénario, la question que nous pouvons nous poser, c'est, tout en considérant cette convergence, en considérant cette complémentarité, quel type de stratégie pourrions-nous définir de façon conjointe pendant ces 2 jours pour délimiter réellement et de façon conjointe une feuille de route? Moi, je dirais qu'il y a 3 points. Le point clé, et c'est un pas nécessaire pour n'importe quelle coopération, c'est le renforcement au niveau institutionnel de notre coopération. Et ce renforcement
peut être encadré en trois clés importantes. La première, la reconnaissance des diplômes universitaires. On en a déjà parlé ce matin. Mais pourquoi est-ce que ceci est important? Parce que rien ne vaut, ça ne sert à rien d'augmenter la mobilité avec des pays, avec la France, dans ce cas-là, si les étudiants, quand ils rentrent chez eux, le diplôme n'est pas reconnu par les institutions locales. Et donc, c'est un pas institutionnel. Oui, c'est vrai, mais c'est un pas qui accorde de la légitimité et crédibilité à la coopération. Ce renforcement institutionnel n'est pas seulement la reconnaissance des diplômes, il inclut la possibilité de définir des accords entre les établissements d'éducation supérieure de France et Amérique centrale qui soient attrayants. Les recteurs présents ici, vous savez bien le nombre d'accords signés avec des pays étrangers, avec des universités étrangères. Je vous pose une question. De ces accords, ou de ce nombre d'accords, qu'est-ce qu'on a réellement comme quelque chose qui est faisable et opérationnel? Tout est inclus dans ces accords. Échange d'étudiants, programme de recherche, échange de professeurs et à la fin, on s'aperçoit qu'on a signé et c'est tout. Peut-être notre stratégie est de penser à quelque chose de plus modeste, plus mieux identifié, mais plus intéressant. Et actuellement, ce qui est le plus intéressant, c'est quelque chose de très simple. C'est la possibilité d'établir des programmes de double diplôme. Les programmes de double diplôme donnent la possibilité à l'étudiant de faire une partie de sa formation ici, une partie de sa formation en France, et à la fin d'avoir le diplôme officiel français et le diplôme officiel de son université. Et cela est significatif parce que ça renforce la compétitivité des deux universités, leur dimension internationale et surtout leur visibilité. Sachez que nous, depuis l'Institut français d'éducation, cette année, pour la première fois, nous avons lancé une stratégie avec un appel pour aider toutes les universités de l'Amérique centrale, avec français pour aider les universités françaises pour établir ce type d'accord. À ce moment-là, nous avons 6 projets, mais ce n'est que le début. Dans cette dimension institutionnelle, il y a quelque chose qui peut être exploré. Les formations externalisées, la possibilité que dans le cadre d'une coopération avec une université française, que cette formation se fasse directement ici. Parce que souvenez-vous, la mobilité des étudiants concerne un certain type de population, mais que fait-on avec les professeurs des universités qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, n'ont pas la disponibilité d'aller 3 ou 4 ans, de rester 3 ou 4 ans hors leur pays. Donc, c'est une problématique que nous devons répondre aussi. Un autre élément institutionnel important dans ce cadre, c'est d'avoir la place de la langue française et la francophonie. En Amérique centrale, nous avons 10 alliances françaises, nous avons 6 lycées français, nous avons des expériences de réintroduction du français dans chacun de vos pays. Évidemment, ce sont des initiatives modestes, mais elles marquent une dynamique, un principe. Et n'oubliez pas que ce qui fait la différence pour un étudiant quand il arrive à l'éducation supérieure, ce n'est pas qu'il soit tout à fait bilingue en français, mais qu'au moins la France soit présente dans son esprit. Pourquoi? Parce que même s'il arrive à l'université avec un niveau minimum de français, il sait que la France existe. Il sait des offres d'éducation qui peuvent lui donner accès à une éducation supérieure française. C'est pour cette raison que nous sommes aussi en train de développer des leçons culturelles avec les universités de l'Amérique centrale. Nous sommes en train de commencer avec l'Honduras. On va commencer avec le Salvador. Notre objectif, c'est de pouvoir amener ceci à chacun des pays de l'Amérique centrale.
Je vous parle du premier point, le renforcement institutionnel et la coopération. Mais ce renforcement institutionnel nécessite aussi l'établissement des alliances décisives avec les parties prenantes. Et nous les avons ici, nous avons Souka, nous avons Konale, nous avons la conférence des présidents des universités françaises, nous avons la conférence des écoles d'ingénieurs, nous avons l'agence française d'évaluation, nous avons le conseil des recteurs du Parlement et nous avons les confédérations. Tous sont tous réunis ici pour qu'on puisse délimiter cette feuille de route. Donc, le dernier point, après le renforcement institutionnel et les alliances, c'est le suivant. Quels sont les besoins auxquels nous devons répondre? Quels sont les points sur lesquels on pourrait travailler ensemble et qui permettraient une complémentarité entre les universités françaises et les universités de l'Amérique centrale? Et là, je vais vous donner quelques idées pour ces jours. Première chose, la formation technique supérieure. Souvenez-vous qu'en France, la formation technique supérieure donne la possibilité de lutter contre l'abandon universitaire, de pouvoir former une main-d'œuvre qualifiée avec une insertion professionnelle de travail immédiate. Deuxième point, complémentaire du premier, c'est la possibilité d'établir des programmes de formation en ingénierie. Souvenez-vous qu'en France, le diplôme d'ingénieur ne correspond pas à un niveau de licence, ça correspond à un niveau de maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la formation française d'ingénieur est une valeur ajoutée. Notre intention est de pouvoir lancer avec vous un appel pour l'année prochaine dans certains domaines des ingénieurs pour qu'ils puissent venir se former en France. Troisième élément, c'est les enseignants. En Amérique centrale, actuellement, il y a un point très intéressant, c'est le suivant. Nous avons du personnel des universités qui nécessitent d'être formés en maîtrise et doctorat, mais qui n'ont pas la disponibilité pour se former temps complet à l'extérieur. Si on ne leur offre rien, on va continuer avec du personnel d'enseignants universitaires qui nécessitent d'être formés pour créer des programmes de doctorat et de maîtrise dans leur université, mais sans formation, ce n'est pas possible. Donc, comme on dit en espagnol, c'est vraiment un cercle à rien finir. Qu'est-ce qu'on pense? À quoi pense-t-on pour pouvoir donner une réponse? Cette année, nous avons commencé 2 initiatives. La première, lancer un appel de bourse de formation doctorale. Qu'est-ce que cela veut dire? Donner la possibilité aux enseignants universitaires d'être inscrits en doctorat en France ou en co-tutelle, où il y a des doctorats des universités de l'Amérique centrale, pour qu'ils puissent avoir son doctorat en allant de 2 à 6 mois par an en France. Et là, on pourra répondre. De la même façon, le problème existe en maîtrise. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé cette année la possibilité d'offrir des bourses pour des maîtrises à distance. Ils ont donné la possibilité aux professeurs qu'en restant ici, il peut être enregistré en maîtrise en France sans avoir besoin de voyager. Mais ceci nécessite un élément important, la formation linguistique. Mais pour votre information, en lançant cet appel, nous avons déjà 12 enseignants universitaires en Amérique centrale qui bénéficient de cette maîtrise à distance. L'autre point clé, mais à un autre niveau, ce n'est pas la formation, c'est la question d'évaluation et accréditation institutionnelle. Nous sommes dans un contexte auquel les universités veulent travailler sur la qualité académique. Pour le faire, il faut promouvoir des expériences d'évaluation. C'est pourquoi nous avons signé un accord entre l'Agence française d'évaluation, le HCERS et le SUCA le 21 mai au Guatemala. Nous allons signer, à cet événement, nous allons signer un accord entre le HCERS et le CONARE. Pourquoi? Pour que nous puissions établir de façon conjointe des évaluations conjointes pour lancer des expériences d'accréditation institutionnelle ici en Amérique centrale. C'est pourquoi je vous donne l'information.
Nous allons organiser en novembre à Panama le premier atelier régional sur l'évaluation et accréditation institutionnelle avec la présence de notre agent d'évaluation et tous les acteurs qui s'occupent d'évaluation ici en Amérique centrale. Ce que je viens de vous dire, ce sont des pistes, des idées de réflexion. L'objectif, c'est qu'à la fin de ces 2 jours, on puisse avoir une feuille de route cohérente, complémentaire et viable. Ce n'est pas nécessaire d'être pharaonique. Il vaut mieux être modeste, mais en commençant par des choses qui sont faisables. C'est pourquoi il est important qu'on profite de ces 2 jours pour travailler dans la convergence des objectifs. Et nous avons un avantage. Ici, nous avons 5 ambassadeurs de France. Le fait que les ambassadeurs soient ici n'est pas un fait banal. C'est la marque d'un compromis institutionnel qui nous permet de compter avec la collaboration de nos ambassadeurs dans chacun de vos pays pour que cette feuille de route soit faisable, soit possible. Pour toutes ces raisons, j'espère que ces 2 jours vont nous permettre d'établir cette feuille de route et lancer une dynamique avec vous tous, dynamique qui va nous permettre de travailler dans un point plus général. C'est comment est-ce qu'on peut transformer notre société dans une société plus équitable et comment on peut transformer l'homme dans des êtres humains plus tolérants. Merci beaucoup.